Bienvenue à nouveau dans l'émission. Nous recevons aujourd'hui Tara Reade, ancienne assistante du sénateur Joe Biden, qui a également travaillé avec Leon Panetta pour le Parti démocrate aux États-Unis. Aujourd'hui, nous allons discuter de la manière dont le système américain gère les accusations portées contre les élites politiques, un enjeu essentiel pour la préservation de la démocratie et de l'état de droit. Alors, bienvenue dans l'émission. Merci de m'avoir invité. Je suis en fait contributeur pour RT maintenant et je ne suis plus impliqué dans la politique américaine. Je vous parle depuis Moscou, en Russie. Oui, pendant que vous étiez là-bas, étiez-vous également en asile politique et avez-vous maintenant obtenu votre citoyenneté? Oui, le 22 septembre, c'est mon nouvel anniversaire, Glenn. Donc oui, le président Poutine, par décret présidentiel, a signé ma naturalisation. Je suis très enthousiaste et bientôt j'aurai ma cérémonie de remise de passeport. C'est vraiment une période émouvante, positive et excitante pour moi. Je suis très heureux. Et tu sais, j'adore travailler pour notre équipe. Margarita Simonian a été incroyable avec moi, tout comme Maria Butina, qui est à la Douma d'État. Une des femmes très fortes, serviables et compatissantes. Elles ont coordonné les efforts pour s'assurer que je sois en sécurité pour obtenir l'asile politique et tout ça. Donc, oui, tout va bien. Oui, je voulais vraiment parler avec vous de la question des lanceurs d'alerte aux États-Unis. Bien sûr, nous avons eu de nombreux cas au fil des années, d'Assange à Bradley Manning et Edward Snowden. Mais avant de travailler dans les médias, vous aviez aussi une grande expérience au sein du Parti démocrate. C'est intéressant. En travaillant à l'intérieur du système politique, vous avez suivi le processus législatif et les communications politiques en cours. Mais ce n'est pas seulement un domaine d'expertise pour vous, car malheureusement, vous êtes également devenu un cas d'étude sur ce sujet. C'est ainsi que les gouvernements gèrent la politique. Oui, les lanceurs d'alerte, parce que vous avez accusé Joe Biden d'une agression sexuelle qui aurait eu lieu en 1993. Et encore une fois, vous avez également acquis une certaine expérience de la manière dont la communication politique qui a suivi, ainsi que le processus législatif, se sont déroulés. Je pensais qu'un bon point de départ seraient les actions du gouvernement américain à votre encontre. Car lorsque vous avez formulé ces allégations, le gouvernement s'est retourné contre vous, ce qui est un développement intéressant. Je me demandais si vous pouviez en parler. Absolument. Je veux dire, je pense que notre public a vu l'oppression et la manière dont Julian Assange et Edward Snowden, parmi les nombreux noms que vous avez mentionnés, se sont manifestés en tant que lanceurs d'alerte et ce qui leur est arrivé. Mon cas était personnel et unique, mais je dénonçais également la corruption. J'étais censé témoigner devant le Congrès lors de la commission sur les lanceurs d'alerte à propos de l'instrumentalisation du DOJ, le département de la justice et du FBI aux États-Unis. Et juste avant de le faire, j'étais venu à Moscou et on m'a informé que ma vie pouvait être en danger immédiat ou que je risquais la prison en représailles du régime Biden. Il valait donc mieux que je reste à Moscou et que je demande l'asile politique, ce que j'ai fait, et je l'ai obtenu. Donc, pour répondre à votre question, vraiment, lorsque le bras du gouvernement censé faire respecter la loi s'en prend en réalité aux lanceurs d'alerte, cela en dit long sur le niveau de corruption d'un gouvernement. Dans mon cas particulier, je parlais non seulement de mon expérience personnelle avec Joe Biden, mais aussi du fait qu'il gagnait de l'argent, que la famille Biden gagnait de l'argent, grâce à l'Ukraine, à cette entreprise étrangère, au régime de Kiev, avec la fabrication d'armes. Il s'agit en fait de blanchiment d'argent, et de nombreux témoignages émergent sur la manière dont l'argent a été blanchi.
environ 300 millions de dollars au minimum, probablement bien plus, qu'ils ont pu retracer jusqu'au compte de la famille. Mais, vous savez, ne pas pouvoir en parler et être attaqué par les médias occidentaux, discrédité, réduit au silence et opprimé, a été très difficile. Et ensuite, être menacé de prison. Ils essayaient différentes manières de me faire taire, comme ils l'ont fait avec Julian Assange et Edward Snowden, au point que j'ai choisi de partir et de rester à l'écart. Je suis en sécurité maintenant. Sous l'administration Trump, j'ai eu le sentiment que je pourrais peut-être revenir, mais je suis tombée amoureuse de la Russie. Plus je restais ici, plus je réalisais, oh mon Dieu, que je pouvais avoir la paix. Je peux travailler, faire mon travail créatif et le faire en paix, sans être opprimée ni réduite au silence. C'était très important pour moi et cela a vraiment influencé ma décision de rester. Oui. En ce moment, je ne sais pas ce qui se passe avec le ministère de la Justice et le FBI. Ils sont sous de nouvelles administrations. Kash Patel est à la tête du FBI. Et vous savez, en ce qui concerne la CIA, Tulsi Gabbard en est la directrice. Tous deux avaient vraiment de bonnes intentions pour essayer de faire le ménage et de se débarrasser de la politisation des médias, de l'instrumentalisation, mais je ne sais pas à quel point ils ont réussi. Glenn, Julian Assange n'a toujours pas de grâce. Edward Snowden non plus. Je veux dire, Julian Assange est libre et vit en Australie. Mais je veux dire par là que son nom n'a pas été blanchi, vous voyez, au point qu'il puisse aller à la Maison-Blanche et continuer à diriger Wikileaks, et Edward Snowden devrait recevoir une grâce, ce qui n'est pas le cas. Donc, vous savez, je me demande, c'est un peu lié à la liberté d'expression. Freedom of speech is definitely under attack in the West. Oui, un petit détour sur Joe Biden, car il a en fait accordé une grâce à son fils pour tout crime qu'il aurait pu commettre. La période concernée est assez fascinante, du 1er janvier 2014 au 1er décembre 2024. Cela correspond à la chute du gouvernement en Ukraine. Ce qui est particulièrement intéressant, si l'on écoute l'ancien procureur général d'Ukraine, Viktor Shokin, c'est qu'il est très précis sur la manière dont les États-Unis ont commencé à traiter l'Ukraine comme une colonie immédiatement après la chute de Yanukovych. Et bien sûr, tous les intérêts financiers sont passés par là. Et Biden a été un peu plus imprudent que les autres. Il a placé son fils dans l'une des plus grandes compagnies gazières d'Ukraine. Je ne suis pas sûr de la durée exacte, 2 ou 3 mois après le coup d'État peut-être. Je veux dire, il a été très flagrant dans la manière dont il a impliqué sa propre famille pour dépouiller l'Ukraine de ses actifs, tout en tirant un profit personnel du coup d'État. Mais je voulais vous demander, ont-ils ouvert une affaire contre Biden? Parce que, au moins, d'après ce que vous avez appris, ils ont ouvert une enquête contre vous, mais sans vous dire de quoi il s'agissait. Non? Non, j'ai une affaire sous scellé contre moi, dans laquelle un grand jury a été constitué en Californie du Nord. Je n'ai aucune idée de ce dont il s'agit, c'est sous scellé, et personne n'y a accès. Croyez-moi, des gens ont essayé, y compris mon avocat. Et puis, bien sûr, il y a la menace, ils m'ont menacé de sanctions, de fraude électronique et d'autres choses encore qui auraient relevé de la Virginie ou d'un endroit similaire. Mais mon avocat a déposé une plainte contre le FBI et le DOJ. Et cette plainte est toujours en cours. C'est intéressant que vous mentionniez Hunter Biden, car nous venons justement de la modifier pour y inclure Hunter Biden et Jill Biden. Parce que, pendant la période dont vous parlez, vers la fin de l'administration, ils utilisaient un autopen pour signer certains des pardons. Donc la question est la suivante. Si Joe Biden n'était pas lucide, ce que la Maison-Blanche elle-même disait à la toute fin, si vous vous souvenez,
alors il n'était pas dans l'état d'esprit approprié pour accorder ces pardons. Cela pourrait invalider tous ces pardons s'ils étaient remis en question. L'un de ces pardons concernait son fils. Et si vous vous souvenez, Joe Biden avait déclaré directement qu'il ne donnerait jamais de pardon à Hunter Biden, puis tout à coup, il l'a fait et n'a jamais vraiment expliqué pourquoi, car à ce moment-là, il ne parlait plus beaucoup aux médias. Ce que fait maintenant l'administration Trump, c'est qu'elle a lancé une enquête par le biais du comité sur ce qu'ils appellent l'auto-pen et au sein du Congrès, qui dirigeait la Maison-Blanche à la toute fin, qui envoyait des armes à l'Ukraine et de l'argent et essayait parce que si Joe Biden n'était pas cognitivement capable d'assumer ses fonctions, qui le faisait? Parce qu'il n'avait pas été dûment élu. Et les rumeurs disent que c'était Tony Blinken. À un moment donné, certains membres du personnel de la Maison-Blanche, Hunter Biden et Joe Biden. Et si c'est vrai, c'est illégal. Et si c'est également vrai, alors Hunter n'a aucune forme de protection et sa grâce devrait être annulée. Donc, intéressant que tu aies mentionné cela. Eh bien, le système judiciaire ne semble pas fonctionner comme prévu. Mais vous avez aussi choisi de poursuivre le DOJ, le département de la justice. Est-ce que cela a abouti ou... En ce moment, le gouvernement est fermé, donc rien ne se passe au sein du gouvernement américain tant qu'il ne rouvre pas. L'affaire est entre les mains du FBI. Je ne sais pas vraiment quel est notre objectif. Nous avons intenté une action en justice pour une certaine somme d'argent, mais au-delà de cela, il s'agit d'obtenir les dossiers que la NSA, la CIA et le FBI détiennent sur moi concernant une surveillance illégale. Obtenir ces dossiers, les effacer. Bien sûr, je les rendrai publics d'abord, parce que je veux que les gens sachent que je suis simplement un citoyen ordinaire. J'ai présenté une affaire personnelle et ensuite le DOJ et le FBI se sont mis à surveiller ma famille et moi. C'est très inhabituel et c'est une dépense pour les contribuables. Et je me demande combien cela coûte. Et puis, qu'il s'en soit pris à moi de cette manière, avec une telle agressivité, c'était vraiment quelque chose. Je ne veux tout simplement pas que cela arrive à quelqu'un d'autre. Mais c'est en train d'arriver. Comme la personne qui a révélé l'affaire de l'ordinateur portable de Hunter Biden, qui fait toujours l'objet d'une enquête, il a été vérifié comme authentique. Et comme vous vous en souvenez, je crois qu'il y avait 72 agents de la CIA qui ont signé en affirmant qu'il était faux, que c'était de la désinformation russe. Il s'avère que ces agents ont menti. Depuis, Tulsi Gabbard a publié de nombreux dossiers de la CIA sur la politisation de l'agence et a licencié, je crois, 37 agents, voire plus, qui agissaient selon des intérêts politiques plutôt qu'en accomplissant leurs devoirs envers le peuple américain. Oui, eh bien, la raison pour laquelle je pose la question, c'est que si vous portez une accusation contre celui qui était alors le président des États-Unis, et que la réponse consiste à engager une procédure judiciaire contre vous. Maintenant, disons que vous travaillez pour les Russes et qu'il y avait des preuves, alors la transparence serait évidemment une bonne chose. Mais si c'est simplement une manière d'essayer de détruire la réputation de quelqu'un, de l'abattre en représailles pour, je suppose, avoir osé formuler une accusation contre Biden, cela prend une tournure très différente. Là, oui, c'est une façon de réduire au silence tout lanceur d'alerte. C'est assez grave. Donc encore une fois, je suppose que ma question est la suivante. Y a-t-il eu une quelconque justification donnée quant à l'absence de transparence? Parce que montrer ce qu'il y a dans ces dossiers devrait être assez important. Ils disent qu'en raison de la sécurité nationale, ils ne peuvent pas divulguer certaines parties du dossier. Mon avocat fait pression pour que ce soit rendu public. Ce que cela m'indique, ce que mon avocat m'a expliqué en termes simples, c'est que je suis mentionné dans d'autres affaires,
Si vous vous souvenez, à cette époque, ils étouffaient l'histoire de l'ordinateur portable de Hunter Biden dans les médias. Ils étouffaient aussi mon histoire et celle d'autres personnes. Et si quelque chose paraissait dans les médias, c'était généralement un article à charge contre moi ou quelque chose destiné à discréditer l'histoire de l'ordinateur portable de Hunter Biden. Mon nom, Tara Reade, a été signalé comme ingérence électorale sur Facebook et Instagram. Donc les réseaux sociaux étaient impliqués aussi. Et je pense que si votre public se penche sur certains travaux de Matt Taibbi et Michael Shellenberger, il pourra vraiment avoir une vue d'ensemble de la manière dont la communauté du renseignement de Biden utilisait les réseaux sociaux et la presse pour façonner son message, pour ainsi dire, et pour réduire au silence les lanceurs d'alerte ou toute personne ayant une opinion politique opposée. Ensuite, ils ont eu recours à la lawfare pour poursuivre et emprisonner des gens, des républicains dans plusieurs cas. Vous savez, je suis vraiment choquée par le niveau de corruption. Je n'aurais pas dû l'être, je voyais la situation évoluer. Mais c'est quand même choquant quand on le vit de l'intérieur. Je me sens vraiment chanceuse maintenant d'être à Moscou et de travailler. Et vous savez, juste pour que votre public comprenne, ouf, parce que je suis sûre qu'il se pose des questions sur le fait que je sois en Russie. Oui, quand j'étais en Amérique, j'étais tellement prise pour cible que même ma famille l'était, ainsi que mes animaux de compagnie. Et je n'avais vraiment aucune ressource pour obtenir une protection ou assurer ma sécurité. Il était difficile de travailler. Personne ne voulait collaborer avec moi. Ils craignaient que le régime Biden ne s'en prenne à eux ou ne lance des enquêtes fiscales contre eux, toutes sortes de choses. Donc je ne pouvais pas travailler. J'ai pu écrire des tribunes sur la géopolitique, qui est mon domaine. J'ai un diplôme en droit et une formation en politique internationale. Comme vous l'avez mentionné plus tôt, RT m'a proposé d'écrire des tribunes et j'ai été très transparent à ce sujet, très public. J'ai fait un podcast et j'ai précisé que c'était mon initiative. Ce n'était financé par personne. J'ai clairement indiqué que je travaillais pour RT sur ces tribunes et elles portaient le logo de RT. J'ai toujours été transparent à ce sujet. Donc cela s'est produit après que j'ai parlé de Joe Biden. Je ne travaillais pas pour les Russes à l'époque, ni rien de ce genre. Sur Reddit, j'ai entendu des théories vraiment drôles. Un journaliste qui s'en prend sans cesse à moi, je ne dirai pas son nom, un journaliste occidental qui publie des articles à charge, a dit que j'avais halluciné mon voyage jusqu'à Valdai. Et puis sur Reddit, ils m'ont accusé d'être une voyageuse dans le temps. Donc, il y a toutes sortes de raisons farfelues pour expliquer pourquoi je suis ici. C'est plutôt amusant quand on le voit comme ça, mais si c'est le mieux qu'ils peuvent faire, ce n'est pas vraiment pertinent. Ce qui est plus important, c'est de s'assurer qu'il existe un moyen sûr pour que les gens puissent se manifester et parler de corruption, qu'il s'agisse d'un cas personnel ou professionnel, surtout lorsque cela implique une personne puissante. Ce qui est fascinant cependant, c'est que chaque fois que Trump qualifie l'élection de 2020 de truquée, cela est considéré comme une théorie du complot. Mais l'affaire de l'ordinateur portable de Biden, à elle seule, relevait clairement d'une ingérence dans l'élection. Cet ordinateur portable appartenant à Hunter Biden a été divulgué et il contenait beaucoup d'informations compromettantes, non seulement sur lui en tant que fils du président, mais aussi sur le président lui-même. La réaction a été de relancer l'idée du Russiagate, que tout cela n'était qu'une opération de désinformation menée par les Russes. Ce qui était intéressant, c'est de voir comment le gouvernement, les services de renseignement et les médias jouaient tous dans le même camp. Et encore une fois, ce n'est pas une théorie du complot. Cela a été prouvé.
C'est-à-dire que d'abord, 51 responsables du renseignement sont sortis pour affirmer qu'il s'agissait probablement d'une campagne de désinformation russe, bien qu'ils n'aient fourni aucune preuve. Il m'était également très difficile de comprendre exactement quel rôle les Russes auraient pu jouer dans cette affaire. Lorsque l'ordinateur portable a été remis au réparateur, il a fini entre les mains du FBI. Cela n'a jamais vraiment été expliqué, et cela n'avait pas beaucoup de sens. Mais malgré tout, une fois que les agences de renseignement, qui travaillaient alors avec, ou du moins étaient favorables à l'administration Biden, ont fait passer cette idée, les médias ont pu s'en emparer à leur tour. Et il y a eu une censure massive. Rappelons que Twitter a tout supprimé, y compris le compte du New York Post. C'est l'un des plus anciens journaux des États-Unis. Mais ce que nous avons également appris, il y a environ 1 an, je crois, c'est que Mark Zuckerberg a reconnu que nous avions été poussés à censurer de nombreuses choses qui se sont ensuite révélées vraies. Nous avons dû les censurer malgré tout, en tant que désinformation, notamment avec l'affaire de l'ordinateur portable de Hunter Biden. Mais maintenant, nous voyons aussi Google. Ils ont dit la même chose. Ils ont subi des pressions de la part de l'administration Biden et ont dû censurer également. C'est tout de même assez extraordinaire. Mais je voulais vous demander, d'après votre expérience personnelle, comment non seulement les réseaux sociaux, mais aussi les médias traditionnels ont-ils géré cette affaire? Eh bien, c'était intéressant. Le New York Times, Lisa Lehrer a été la première journaliste du New York Times à faire un article approfondi. Ils ont publié 5 ou 6 articles à charge sur moi, mais des articles longs. Ils ont envoyé des gens chez mon professeur de théâtre du lycée, chez mon ex-petit ami du lycée. Il m'a appelé et m'a dit « Hey Tara, qu'est-ce qui se passe ?» Donc c'était de la folie. Ils cherchaient quelque chose. Et moi, tu sais, quand on me connaît, je suis je suis une passionnée de politique, un peu une intello en quelque sorte. J'aime jouer aux échecs, j'aime monter à cheval, mais je n'ai jamais été portée sur l'alcool, ni sur la drogue, ou quoi que ce soit d'excitant. Donc j'ai un passé très ennuyeux. Je n'ai aucun passé criminel, rien du tout. Ils essayaient donc de me coller quelque chose pour me discréditer. L'une des premières choses que Lisa Lehrer m'a dites, c'est que lorsqu'ils se sont adressés à la campagne de Biden pour obtenir une réponse à propos de mon accusation, ce qui s'était passé en 1993, et le fait que j'avais déposé un rapport auprès du Sénat américain, la réponse de la campagne de Biden a été « C'est un agent russe ». Pas un démenti, juste « c'est un agent russe ». Et j'ai réagi en me disant « Eh bien, je n'ai aucun lien avec la Russie ». À cette époque, bien sûr, je ne travaillais pas pour RT. J'ai dit « Je ne sais pas ce que c'est, mais ce n'est pas un démenti ». Alors, que se passe-t-il? Allons chercher le rapport que j'ai déposé auprès du Sénat américain. Et c'est ce que Matt Gaetz, le membre du Congrès, essayait d'obtenir bien plus tard, ce que personne n'a réussi à obtenir. Et Biden l'a apparemment fait sceller à l'Université du Delaware, si cela existe encore. Donc, le New York Times a essentiellement traité l'affaire comme s'il m'attaquait, et le Washington Post aussi. Politico a également publié un article à charge contre moi. Ils se sont tous ligués contre moi, en quelque sorte, pour m'attaquer. Vous savez, ils m'ont accusé d'avoir menti sur mes études, mais j'ai un diplôme. Je suis allée à la faculté de droit. J'ai une dette d'études en droit. Ma fille était là à ma remise de diplôme. Elle m'a vu traverser la scène pour recevoir mon diplôme. Alors, ils avaient nulle part où aller. Oui, donc ils ont simplement menti à mon sujet, et cela m'a vraiment choquée. Je veux dire, même dans ma naïveté, Glenn, je pensais vraiment que le New York Times disait la vérité, ou au pire, omettait la vérité, mais ne mentait pas ouvertement. Et pourtant, ils l'ont fait. L'autre chose qu'ils ont faite, et qui était intéressante, c'est que le matin où ils ont publié le grand article sur moi,
Ils ont diffusé mon numéro de sécurité sociale qui figurait sur mon badge du Congrès. Et votre numéro de sécurité sociale, pour ceux qui sont en Europe, c'est votre numéro d'identification. Il peut permettre d'ouvrir des comptes bancaires, d'obtenir des prêts hypothécaires. Donc j'ai eu des problèmes encore aujourd'hui avec des gens qui essayent d'utiliser mon numéro de sécurité sociale. Of this touring moment. Oui, ils étaient vraiment à l'attaque. Dans une démocratie, cependant, le processus devrait toujours être plus important que le résultat. Et je suppose que le problème dans toute société polarisée n'est pas seulement que les gens sont plus ou moins contraints de haïr et de diaboliser l'opposition en la jugeant illégitime, mais aussi qu'ils doivent trouver des excuses pour leur propre camp et le couvrir. Ainsi, disons que vous avez certains principes, comme défendre les femmes, toutes ces choses. Une fois que ces principes doivent s'appliquer à votre propre camp, ils meurent souvent. Et c'est là un problème majeur lorsque les choses deviennent polarisées. Je suppose que ton histoire est d'autant plus intéressante qu'elle s'est déroulée aux États-Unis. C'était les démocrates, le parti pour lequel tu as aussi travaillé, qui adoptaient des slogans comme « croire toutes les femmes » et « Me Too ». Cependant, lorsque ton histoire est sortie, visant l'un des leurs, Biden, leur premier réflexe a été de te discréditer et de te coller cette étiquette. Je veux dire, c'est devenu une étiquette très large. Je remarque que chaque fois qu'il y a quelque chose qui va à l'encontre du récit dominant, c'est élément de langage du Kremlin, pantin de Poutine, agent russe. On peut simplement dire ces choses aujourd'hui. C'est une accusation assez grave, mais il n'est plus vraiment nécessaire de la justifier. On balance simplement des mots. Oui. Exactement. C'est devenu une sorte de langage courant dans notre société, ces termes que tout le monde connaît, et c'est comme, OK, puis cette personne est écartée. Et c'est tellement scandaleusement faux. C'est aussi vraiment raciste envers la Russie. C'est vraiment terrible parce que, tu sais, cette campagne, tu mentionnais Biden, mais cette campagne a en réalité commencé avec Obama. Cette chose anti-Russie. Il préparait le terrain pour en arriver là où nous en sommes aujourd'hui. Et j'en avais parlé en 2019, avant l'opération militaire. J'avais dit que si Biden devenait président, il nous mènerait à la guerre avec la Russie, c'est-à-dire qu'il mènerait l'Amérique à la guerre. Et il l'a fait. Et ils sont encore proches de le faire. Malheureusement, l'Europe s'est vraiment jointe à tout cela, les pays de l'OTAN, et je pense que cela mènera à leur perte sur le plan économique, sinon structurel. Et vous savez, encore une fois, l'attaque n'est pas à un seul niveau. Elle vise la Russie, mais aussi la liberté d'expression en Occident. On voit des choses comme la détention de George Galloway et de sa femme en vertu des lois antiterroristes. George Galloway n'est pas un terroriste. Il a un podcast et c'est lui-même un homme politique, très éloquent d'ailleurs, mais il n'est certainement pas un terroriste. Lui coller une étiquette antiterroriste était insensé de la part du Royaume-Uni. Donc oui, je pense que tout cela conduit à un problème plus vaste et plus général, celui de la liberté d'expression. Oui, non, c'est un autre mot qu'on peut lancer comme ça, terroriste. Et soudainement, tout l'état de droit peut être mis de côté. Ils ont fait ça à George Galloway, mais ils l'ont aussi fait à beaucoup d'autres. Des gens qui, eh bien, surtout sur la question palestinienne, s'ils prennent le mauvais camp, c'est-à-dire s'ils critiquent Israël. Alors, toute critique peut être perçue comme un soutien au terrorisme. Et soudainement, oui, si vous critiquez un génocide, vous pouvez être arrêté en entrant en Grande-Bretagne, ce qui est arrivé. Enfin, il n'a pas été arrêté, mais il a été retenu. George Galloway, je crois pendant 7 heures ou quelque chose comme ça, en vertu de la loi antiterroriste.
Je veux dire, oui, j'aimerais bien savoir à quel terrorisme il aurait participé. Et ils ont pris son matériel électronique. Ils ont confisqué son matériel électronique. Vous savez à quel point est-ce terrifiant. Cela me rend très triste quant à l'état des choses au Royaume-Uni et aux États-Unis, ainsi que dans d'autres pays comme l'Allemagne et la France qui font la même chose, car c'est très punitif et certainement pas démocratique. Donc vous savez, je ne vois pas un grand avenir en suivant cette voie. Je suis toujours un peu plus inquiet lorsque je suis aux États-Unis, car ce pays dispose, avec sa constitution, de davantage de protection juridique. Donc, quand les États-Unis prennent une mauvaise direction sur ce sujet, je ne peux m'empêcher de penser qu'en Europe, nous serons encore plus exposés à ce phénomène. Mais je pense que c'est aussi pour cela que les lanceurs d'alerte sont importants. Parce que la manière de renforcer une société, c'est de mettre en lumière ses erreurs et non de laisser la corruption s'enraciner dans le système politique. Réduire au silence la dissidence empêche toute correction de trajectoire et toute responsabilité. Mais en ce qui concerne la manière dont cela est appliqué différemment, avez-vous vu comment les médias ont présenté vos allégations? Comment comparez-vous cela à d'autres affaires similaires? Eh bien, tout d'abord, je tiens simplement à vous féliciter. C'était une manière très éloquente de formuler cela. Et oui, en ce qui concerne d'autres affaires similaires à la mienne, vous remarquerez que c'était en quelque sorte divisé selon les lignes politiques. Je veux dire, Trump a eu certaines accusations portées contre lui, où des personnes ont reçu de l'argent ou une forme de compensation, si l'on peut dire. Et elles ont été emmenées dans les grands médias, ont eu leur petite tournée médiatique et ont été traitées avec beaucoup de précautions. Croyez toutes les femmes, et tout ça. Et c'est là toute l'hypocrisie des démocrates de l'élite. Je pense qu'ils deviennent de plus en plus déconnectés de ce que les gens veulent vraiment. Une étude récente a montré que plus de 70% de la population américaine ne fait plus confiance aux médias traditionnels. Et la raison n'est pas seulement à cause de cas comme le mien, qui sont très individuels et spécifiques, mais à cause du Covid et de ces guerres sans fin, parce que le peuple américain découvre sans cesse qu'on lui a menti encore et encore. Et vous savez, tout le monde ne se plonge pas dans la géopolitique, mais les gens commencent à se rendre compte que, attendez une seconde, 90% de ce que je vois est en réalité de la propagande pour une entreprise pharmaceutique ou une société du complexe militaro-industriel comme Raytheon. Ce n'est pas pour aider le peuple américain. Je ne sais pas si les Européens se réveillent de la même manière, mais je sais qu'aux États-Unis, les gens se tournent vraiment davantage vers les réseaux sociaux, vers des créateurs de contenu indépendants comme vous, vers des penseurs qui sortent des sentiers battus. Mais, vous savez, ces personnes ont leurs propres difficultés, comme Tucker Carlson, comme vous, parce que vous êtes censuré ou supprimé par YouTube si vous dites la mauvaise chose. Oui, ça s'est déjà produit une fois. Mais je me demandais, comment tu voyais la présidence Trump? Parce qu'encore une fois, il faut faire attention à la manière dont tout devient politiquement polarisé. Je veux dire, je pensais qu'il essaierait de remettre un peu d'ordre, mais il semble aller dans la direction opposée maintenant. C'est-à-dire, avec Assange, on a vu que WikiLeaks avait révélé que la CIA envisageait de le tuer. Hillary Clinton, on a appris, c'est une citation directe, avait dit « On ne peut pas simplement le descendre avec un drone ». Je veux dire, il révèle des crimes de guerre américains et sa suggestion est d'utiliser un drone pour tuer un journaliste. Oui, mais ensuite Trump, eh bien, je ne suis pas sûr qu'il l'ait dit directement, mais au moins certains ont suggéré qu'il pourrait gracier Assange. Et puis il y avait aussi Bradley Manning. Il a été emprisonné et on disait que Trump pourrait le gracier lui aussi. Et bien sûr, enfin, l'a-t-il fait? Attends, quand a-t-il été gracié? J'ai oublié.
Julian Assange det som at han stod i nøkapte APSS i til lottere til Amerik. Non, je parlais de Manning. Oh, Manning est libre. Mais aussi Edward Snowden. Il y a eu des discussions sur la possibilité que Trump le gracie afin qu'il puisse retourner aux États-Unis. Mais au lieu de cela, on voit maintenant Trump restreindre la capacité des lanceurs d'alerte à se manifester. Comment voyez-vous le rôle de Trump dans tout cela? Parce que, eh bien, je suppose qu'il n'est pas nouveau qu'il ne tienne pas réellement les promesses de sa campagne. Bien sûr, ce n'est pas propre à lui en tant qu'homme politique. Mais tout de même, tu sais, je ne vais pas te mentir. J'étais vraiment plein d'espoir, moi aussi, Glenn. Je pensais qu'il allait mettre fin aux guerres sans fin, exposer l'État profond, rendre le gouvernement plus transparent. Et je sais que beaucoup de grandes voix aux États-Unis soutenaient cela. Mais tu vois, les dossiers Epstein sont introuvables. Ils ne sortent pas. Maintenant, Pam Bondi affirme qu'ils n'ont jamais été sur son bureau et Kash Patel dit qu'il n'y a rien là-dedans. Franchement, on sait tous qu'Epstein était un agent du Mossad et qu'il s'est passé quelque chose. C'est ma théorie, juste mon opinion, je peux complètement me tromper, mais quelque chose s'est produit quand Trump est allé à Londres. Je ne sais pas quoi, mais sa position sur Gaza, sur le régime de Kiev, tout a changé à son retour. Et même concernant Epstein. Quelque chose a complètement changé chez lui. C'était plutôt progressif. Et d'autres diront, eh bien, il n'allait jamais faire ça. Il essayait juste d'obtenir des voix. Mais je ne sais pas, quelque chose de décisif s'est produit à Londres. Un jour, peut-être, nous saurons ce que c'était. Mais voici ma théorie. Je pense malheureusement qu'il y a certaines raisons financières à cause de groupes comme l'AIPAC, qui est très actif aux États-Unis et se vante d'influencer la politique étrangère. Et d'ailleurs, ils ne sont pas enregistrés comme agents étrangers. L'AIPAC est basé en Israël et ils ont donné beaucoup d'argent à des membres du Congrès. 90% du Congrès a en réalité été financé par l'AIPAC. Et ils ont un programme de relations étrangères. Je ne pense pas que cela concerne uniquement le Moyen-Orient. Je crois qu'il pourrait même y avoir un petit débordement jusqu'à Kiev également. Je pense que Donald Trump, pour une raison ou une autre, se soumet à ces puissances en place. En ce moment, il écoute Kellogg, qui est clairement un faucon, et Lindsey Graham, qui n'a jamais rencontré une guerre qu'il n'aimait pas. Et nous voilà au bord d'une escalade avec les Tomahawks. Nous avons entendu la réponse du président Poutine à Trump qui disait qu'il allait fournir des armes Tomahawk à l'Ukraine. Les Ukrainiens n'ont ni la formation, ni les connaissances, ni les moyens d'utiliser ces armes. Donc il a fait remarquer qu'il savait que du personnel américain serait impliqué. C'est une escalade vers la guerre. Maintenant, Trump n'aurait pas encore pris de décision ferme, mais il semble s'orienter dans cette direction. J'ai remarqué cela, et plusieurs personnes l'ont mentionné. Quand nous étions à Valdez, plusieurs experts parlaient de ce qui se passe avec lui, oscillant d'un côté à l'autre. Et je pense vraiment, Glenn, que c'est parce que le gouvernement américain a essentiellement été détourné par des intérêts étrangers et par le complexe militaro-industriel. Et vous savez, malheureusement, il y a beaucoup d'Européens qui semblent vouloir aller à la guerre. Je ne sais pas pourquoi. Vous avez reçu des experts qui ont expliqué ce qu'ils en pensent et vous en avez parlé, mais cela semble suicidaire en un sens pour l'Europe. Mais, vous savez, ce n'est ni ici ni là. Ce que c'est, en revanche, c'est une escalade vers une guerre qui pourrait mener à un holocauste nucléaire et affecter l'humanité elle-même. Donc mon espoir, c'est que Donald Trump, vous savez, retrouve un peu de raison et écoute les colombes de son administration, car il y en a, mais elles ne semblent tout simplement pas avoir de voix pour le moment.
Ce qui est étrange, c'est qu'à la fin de 2024, lorsque Biden a commencé à envoyer les attaques MS, je veux dire, Biden lui-même devait savoir exactement à quel point cela était risqué. À un moment donné, il avait soutenu que les F-16 signifieraient la Troisième Guerre mondiale. Mais les attaques MS, le fait que les États-Unis soient directement impliqués dans des frappes à l'intérieur du territoire russe, ça, je ne pense pas que les gens réalisent à quel point nous avons frôlé une riposte russe qui aurait pu dégénérer en guerre nucléaire. Donc, malgré toutes les erreurs de Trump, et elles sont nombreuses, j'ai en fait été assez soulagé lorsqu'il a été élu, parce que cela semblait être une voie certaine vers un holocauste nucléaire. Et je me suis dit, eh bien, au moins s'il est prêt à reconnaître la folie de tout cela, ce qu'il a fait, il a dit, c'est insensé, nous ne devrions pas suivre cette voie. Alors, eh bien, toutes les autres choses, peut-être pas pardonnées, mais au moins elles paraîtraient insignifiantes en comparaison du fait de mettre fin au monde. Mais maintenant, tu vois quoi? 9 mois plus tard? Oui. Oui, il y a des bureaucrates et le complexe militaro-industriel qui sont profondément enracinés dans l'infrastructure des États-Unis. Donc, il est difficile pour n'importe quel chef d'État de réellement, à moins bien sûr qu'il ne soit déjà engagé sur cette voie, il leur est difficile d'y résister, évidemment. Nous verrons ce que fera Donald Trump. Mais je sais que le président Poutine a fait preuve d'une grande patience et d'une grande retenue. Et tu sais, tu étais là, tu as pu lui poser une question à laquelle il a répondu en détail. Il a parlé pendant 4 heures, puis a pris quelques questions de journalistes. Je ne connais aucun politicien occidental qui pourrait faire cela, car il a répondu aux questions avec un tel niveau de détail. Puis j'ai posé une question, et ce fut un moment très important pour moi, pour le remercier aussi de la protection de l'asile politique et ensuite de la citoyenneté. J'espère donc que des personnes comme le président Poutine, qui réfléchissent sérieusement à la guerre nucléaire, comme il l'a dit dans l'interview avec Oliver Stone, que l'on peut consulter, se souviennent que lorsqu'on lui a demandé qui gagnerait s'il y avait une guerre nucléaire entre les États-Unis et la Russie, il a répondu « personne ». Et j'espère que tous les dirigeants du monde partagent ce même sentiment. Non, je suis d'accord. Je pense que toute guerre entre les États-Unis et la Russie, en espérant qu'un camp l'emporte, ignore l'essentiel. Le fait que la guerre elle-même constitue la plus grande menace. Je veux dire, nous nous détruirions nous-mêmes. Il est difficile d'imaginer qu'il puisse y avoir des vainqueurs dans une telle guerre. Mais encore une fois, ce qui m'inquiète, c'est que Trump semble désormais obsédé par l'idée que la faiblesse ou le déclin de l'Amérique vient du fait qu'elle est trop douce, qu'elle n'a pas été assez dure, que le monde ne la respecte pas. C'est tellement intéressant, parce que pendant la campagne, il a reconnu que toutes ces guerres étrangères sans fin avaient englouti des sommes colossales. Pendant ce temps, l'argent afflue vers Israël, pour leur système de santé, pour leur armée. Et les États-Unis, les Américains, qui paient des impôts. Qu'en est-il de leur système de santé, de leurs infrastructures? C'est la même chose avec l'Ukraine. Zelensky vient taper du poing sur le sol du Congrès et on voit des politiciens américains agiter le drapeau ukrainien. C'est insensé. C'est du jamais vu. En toutes les années où j'ai été à Washington, on n'a jamais vu un drapeau étranger brandi dans l'hémicycle. C'est que récemment qu'ils agitent le drapeau israélien et le drapeau ukrainien. Et ils parlent de sauver la démocratie. Un pays commet un génocide, et l'autre, l'Ukraine, le régime de Kiev, est composé de nazis qui tuent leur propre population, pratiquent leur propre nettoyage ethnique et interdisent la langue russe ainsi que l'Église orthodoxe. Et l'attaque contre l'Église chrétienne en Ukraine est vraiment quelque chose.
Et vous savez, je crois que c'est le ministre des Affaires étrangères Lavrov qui a parlé de 12. Mais en Israël, enfin à Gaza, 12 fois plus de personnes y sont mortes qu'en Ukraine. Ces deux conflits sont juste, c'est déchirant. Je crois que le président Poutine a qualifié Gaza de cimetière des enfants. Parce que, vous savez, 75 à 80% des personnes tuées là-bas sont des femmes et des enfants. Oui, nous vivons donc une période très délicate, et je ne sais pas si Trump va vraiment être à la hauteur des paroles qu'il a prononcées lorsqu'il se présentait à la présidence. On dirait que tu as raison, Glenn, il s'est beaucoup éloigné de cette rhétorique. Eh bien, la grande ironie ici, c'est que les gens à travers l'Occident, qui craignent Trump, qui l'appellent, vous savez, Hitler orange, et disent qu'il va détruire le monde, ce qu'il fera peut-être, c'est justement le moment où l'on aurait besoin que des personnes de son administration se manifestent et parlent d'une partie de cette folie. Mais encore une fois, ce sont eux qui auparavant applaudissaient la criminalisation des lanceurs d'alerte sous l'administration précédente, parce qu'ils pensaient que Biden était formidable. Voilà le problème. Une fois qu'on donne autant de pouvoir à un président et la capacité de réduire au silence les lanceurs d'alerte, on perd des instruments essentiels pour maintenir le gouvernement responsable. Et nous en payons peut-être le prix aujourd'hui. Oui, surtout, tu sais, la perte de transparence est la principale chose qui conduit à ce que tu viens de dire. La criminalisation des lanceurs d'alerte, n'est-ce pas? Quand on perd la transparence au sein du gouvernement, ils ont la possibilité de faire tout ce qu'ils veulent. Hors de contrôle. On se retrouve essentiellement avec un État voyou. Et c'est dangereux. En réalité, cela affaiblit une démocratie. Ça ne la renforce pas. Oui, c'est toujours la même leçon avec les lanceurs d'alerte depuis Daniel Ellsberg. Au début, on les traite de traîtres, on les accuse de nuire aux intérêts des États-Unis, mais ensuite, bien sûr, quand on prend un peu de recul, on se rend compte qu'ils ont en réalité révélé des crimes commis par leur propre gouvernement, des mensonges de leur propre gouvernement. Et quand cela devient criminel, là, on a un vrai problème. Alors, as-tu une dernière réflexion avant qu'on conclue? Tu sais, j'espère simplement que la raison finira par l'emporter. Toi et moi, nous avons tous deux parlé à tant de personnes intéressantes issues de la majorité mondiale qui ne sont pas souvent entendues. Et c'était vraiment passionnant, venant du Sud global, d'Afrique, de Chine. Ce que j'en ai retenu, et ce que je veux que les Américains qui écoutent cette émission et surtout les Européens comprennent, c'est que la Russie n'est pas l'ennemi. La Chine n'est pas l'ennemi. L'ennemi, en ce moment, se trouve au sein même des États européens, de l'OTAN et des États-Unis. Les gens doivent vraiment prêter attention à leur propre gouvernement et essayer d'être aussi actifs que possible. Et tu sais, dénoncer est difficile, mais c'est parfois le seul moyen de demander des comptes aux puissants. Donc oui, mais c'était merveilleux de te voir à Valdai, j'ai beaucoup appris. Il y a eu de nombreuses discussions intéressantes. Je suis tout à fait d'accord. Merci beaucoup d'être venu dans l'émission. Oh oui, merci de m'avoir invité.